J'ai revu l'intégralité de la saga pour préparer cette critique sur l'une des œuvres que j'attendais le plus cette année. Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Mission Impossible The Final Reckoning est la suite directe au précédent film Dead Reckoning, et dans celui-ci, Ethan Hunt doit échapper à plusieurs forces gouvernementales et en même temps rechercher le criminel Gabriel et arrêter l'entité, l'intelligence artificielle, tout ça grâce à son équipe. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit pour le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez tout le Sonyverse avec Craven, par exemple. Vous avez Paddington au Pérou ou La Chambre d'à côté. Pour voir des films comme Conclave, vous avez évidemment ça sur Prime Video. Sur Disney+, vous avez Un Parfait Inconnu, vous avez Mufasa, Vaiana 2 ou encore A Real Pain. Si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, c'est sur Paramount+ qu'il faut aller et je vous conseille d'utiliser l'application Paramount plutôt que MyCanal. Mais si vous avez Paramount via MyCanal, vous pouvez vous connecter à l'application Paramount avec votre compte MyCanal et là ça fonctionne, vous avez aussi Sonic 3 ou A Better Man. Même chose pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max, d'ailleurs c'est mieux qu'utiliser un MyCanal d'après moi et vous avez plein de films. Vous avez The Brutalist évidemment, Baby Girl, Flow, Queer ou même Companion. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous utilisez un VPN dans un pays de l'Union Européenne d'après moi parce que c'est moins cher, comme la Roumanie et la Bulgarie. Et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a des tutos en ligne qui vous montrent comment le faire sans problème. Et ça marche sur plein d'autres abonnements, hein, comme sur Letterboxd Patron aussi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou encore de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description quand on épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous devez savoir que je suis un fan de la saga Mission Impossible, j'aime tous les films. D'ailleurs, je prépare une très grosse vidéo, la plus grosse vidéo de la chaîne qui sortira la semaine prochaine sur une critique de tous les films de la saga, incluant aussi un revisionnage que je vais refaire du coup du film qui est sorti cette semaine ou qui va sortir cette semaine. Il y a des avant-premières cette semaine. En tout cas, je vous prépare de grosses vidéos dessus. Aussi une vidéo sur les meilleures cascades de la saga parce que je pense que ça peut être rigolo comme vidéo à faire. Mais il faut savoir que j'ai vu ce film, du coup, ce mardi, je l'ai vu au Kinépolis de Bruxelles. Et oui, j'étais avec beaucoup de plaisir invité à une projection presse. Donc je l'ai vu dans des conditions vraiment extrêmes, hein. C'est l'IMAX 1.43, même si le film n'est pas en 1.43, je l'ai vu sur un écran IMAX gigantesque, hein. Pour ceux qui connaissent Bruxelles et le Kinépolis de Bruxelles, vous savez à quel point l'écran IMAX est impressionnant. On n'a pas un écran aussi impressionnant en France par exemple. Donc j'ai été invité, j'étais sous embargo jusqu'à hier, mais j'ai décidé de sortir la vidéo aujourd'hui. Comme ça, pour ceux qui vont voir le film ce soir, vu les avant-premières nationales, vous avez un avis déjà sur ça et vous pouvez rentrer à la maison et vous taper la partie spoiler. Donc j'étais vraiment dans des conditions optimales pour le film. On était genre 15 ou 20 dans la salle, donc il y avait vraiment personne. C'était une séance presse pour le coup. Il n'y a que 20 personnes qui sont venues de Belgique pour ce film. C'est honteux, hein, la Belgique? Non, blague à part, c'est un film que j'attendais énormément. L'un des films les plus attendus de l'année pour moi, parce que je me suis rematé la saga pour faire la vidéo, mais surtout parce que la hype était présente en moi. Donc c'est le 8e film de la saga Mission Impossible, Final Reckoning. Il faut savoir qu'ils ont changé le titre, hein. Avant, c'était appelé Dead Reckoning partie 2, mais suite au flop de Dead Reckoning partie 1, ils ont enlevé le partie 1 du premier film, et là, ils ont changé le titre, il appelle Final Reckoning, et ils ont changé pas mal de choses, hein, par rapport au film aussi suite à l'échec de Dead Reckoning, parce que Dead Reckoning c'est le seul échec de la saga. Pour le coup, c'est très important de le noter. Et il faut savoir que vous ne devez regarder aucun Mission Impossible pour apprécier celui-ci, sauf Dead Reckoning, vu que c'est quand même techniquement la partie 2. Après, vous pouvez regarder celui-ci sans avoir jamais vu de Mission Impossible. Il y a beaucoup de rappels et beaucoup de contextualisation dans cette œuvre-là, mais honnêtement, je pense que vous allez être un peu perdu sans au moins Dead Reckoning. Les 6 avant Dead Reckoning, bon, vous pouvez les skip en théorie, même si je vous les conseille évidemment, mais pour ce film-là, vu que c'est une suite directe, je vous conseille au moins
le précédent. Voilà, au moins ça. Du coup, forcément, Tom Cruise est de retour, hein, producteur de la saga depuis plus de 30 ans, depuis 96, avec Christopher McQuarrie, qui est lui le réalisateur depuis 4 Missions Impossibles. Maintenant, c'est son 4e, et j'espère son dernier. On en parle dans quelques secondes. Et à la base, il faut savoir que Dead Reckoning Partie 1 et du coup Final Reckoning, ils devaient les filmer dos à dos, tout simplement. Mais à cause du Covid, à cause des grèves, des acteurs, des scénaristes, ils n'ont pas pu le faire. Du coup, ils ont séparé les tournages, ils ont refait des reshoots pour le deuxième film. Bref, c'était un peu compliqué et du coup, c'est à cause du flop de ce précédent film qu'ils ont dû changer beaucoup de choses. Le film avait coûté 300 millions pour même pas 600 millions au box-office. C'est un énorme flop. Du coup, ils ont dû changer plein de choses par rapport au Covid de une dans ce film-là. Et deuxième film, vu qu'ils ne pouvaient plus tourner dos à dos la production, il y avait la grève en même temps, ça a retardé encore les choses. Ils ont tourné plein de nouveaux trucs à chaque fois. Et le budget du coup de ce film-là a complètement explosé. 400 millions apparemment de budget pour celui-ci, c'est de loin le film le plus cher de la saga. Je veux dire, pour 400 millions, avant tu faisais 2 voire 3 films de la saga. Là, c'est énormissime, mais c'est aussi parce que Tom Cruise, il veut payer les gens, même s'il y a des grèves, même s'il y avait le Covid, il paye les gens. Donc c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Est-ce que c'est possible de rentabiliser un film à 400 millions ? Malheureusement, je ne pense pas. 400 millions, je ne pense pas qu'il va atteindre le milliard. On en parlera évidemment. Mais est-ce que le film vaut le coup déjà? On se situe donc quelques mois après les événements du précédent film et Ethan Hunt est à la fois recherché par le gouvernement américain, l'IMF, la présidente des États-Unis, la CIA. Tout le monde est à la recherche d'Ethan Hunt, mais lui se cache parce qu'il contient la clé du coup qu'on a vu dans le précédent film et lui poursuit Gabriel et l'entité, la fameuse IA. Donc il y a un truc où lui est recherché et en même temps il recherche quelqu'un, chose assez classique pour la saga pour le coup, mais pour rechercher cette personne, pour anéantir l'IA, il aura besoin de son équipe. Donc il doit aussi reformer son équipe et trouver le fameux sous-marin, le Sévastopol. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et la première critique que j'ai à faire concernant cette œuvre-là, c'est que il y a 2 grosses cascades dans l'œuvre, vraiment 2 grosses scènes d'action qui sont mises en avant beaucoup par le film, mais c'est un film qui dure 2h50, c'est de loin le plus long de la saga et les cascades sont pas si longues que ça. Et le souci, c'est qu'on ressent, et ça c'est un truc qui est véridique, c'est eux qui le disent eux-mêmes, McQuarrie qui est scénariste d'ailleurs de l'œuvre, il y a toute l'équipe qui est au revenu du précédent film, je précise aussi, c'est important, mais grosso modo, scénariste avec Eric Jandresen, ils le disent toujours, eux ce qui les intéresse dans ces films-là, c'est les cascades, et au fait ils brodent un scénario autour. Et là, je vous jure que depuis toute la saga, c'est la première fois que j'ai vraiment cette impression. Parce que les précédents films, oui, ils étaient faits pour les cascades et viser un scénario autour, mais là, j'ai vraiment ressenti ça et je me suis vraiment dit qu'ils ne savaient pas quoi foutre du scénario. On ressent qu'il n'y a pas de scénario parce qu'ils surcompensent énormément avec beaucoup trop d'intrigues et beaucoup trop de choses. Premièrement, il y a énormément de flashbacks. Je pense qu'il y a entre 5 et 10 minutes de flashbacks, de scènes avec les passages de la saga, des précédents films de manière générale. Il y en a énormément, ça te résume d'ailleurs toute la saga. C'est surexplicatif, mais constamment durant tout le film, il y a ces flashbacks, ce qui est vraiment pénible parce que vous vous dites, ok, en fait, ils l'ont joué dans le marketing, vous savez, le côté nostalgie pour amener du monde, c'est un truc classique qui se fait. Mais est-ce que ça a une importance dans le film? Oui, dans le film aussi, il montre beaucoup les flashbacks. Voilà, c'est pas que le marketing. Cependant, est-ce que c'est utile? Est-ce que les précédents films sont liés à celui-ci? Non, la vérité est que non, ça ne sert à rien. Alors je vais en parler surtout en partie spoiler, mais honnêtement c'est du nostalgia bait d'après moi, parce que ça n'apporte absolument rien au film, et ils jouent, vous savez, sur le fait que c'est peut-être le dernier film de la saga, Final Reckoning, mais ils l'ont pas annoncé. Ils n'ont pas annoncé officiellement que c'est le dernier de la saga, et justement la campagne marketing et ces flashbacks, c'était pour montrer qu'en fait, voilà, c'est le dernier. Est-ce que c'était le dernier? J'en parlerai surtout en spoiler, parce qu'eux, ils l'ont pas annoncé pour le coup, et j'ai des choses à dire sur ça, mais les flashbacks, c'est vraiment un film qui les montre constamment et tu as l'impression que ce film-là, il est fait pour les gens qui ne connaissent pas du tout Mission Impossible. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas Mission Impossible vont encore être plus perdus par rapport à ce qui se passe parce qu'ils ne connaissent pas le contexte des scènes, mais on va en parler après. Mais le gros souci pour moi du film, c'est qu'il ne commence pas tout de suite. Il y a 1h10 d'exposition. Je dirais peut-être même 1h20, voilà, mais d'exposition. Il n'y a pas de préparation pour faire des missions, comme d'habitude. Non, c'est 1h10 où c'est des infos, de l'exposition, de mise en avant des enjeux. Et moi, j'aime bien avoir des enjeux, mais ils ne sont pas mis en avant via la mise en scène, ils sont mis en avant via des gens qui dialoguent dans des pièces et ça dure 1 heure. C'est super long, c'est que de l'exposition de choses qu'on connaît déjà. On est déjà au courant de quasiment toutes les choses et les nouvelles choses introduites ici sont nuls, pour vous dire. Et encore une fois, j'en parlerai en spoiler, mais je suis vraiment déçu par rapport à ça. C'est effroyablement long. Je me suis jamais ennuyé devant un Mission Impossible. Et là, plus le film avançait, plus je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Quand est-ce que le film démarre? Et je suis pas un mec qui a besoin d'action constamment, je veux dire, les Missions Impossibles, c'est pas tous des films d'action, il y en a qui sont plus des thrillers et des choses comme ça, mais celui-ci, je me posais la question de, c'est ni un thriller, ni un film d'espionnage, c'est juste de l'exposition et de l'information dumping sur nous pendant une longue heure au début, et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Le début m'a vraiment, vraiment déçu, et je le trouve assez mauvais narrativement, scénaristiquement, une vraie perte de temps, et vraiment, le film, on aurait pu enlever, je pense, facile 40 minutes, c'est même pas une exagération. S'ils faisaient le film de manière plus intelligente, via plus de mise en scène avec moins de dialogue, un film quoi, grosso modo, c'est pas une série, hein, c'est un film, on aurait pu enlever une grande partie du film, et c'est même pas une exagération, tellement ça m'a déçu de ce point de vue-là. Les personnages ont pas vraiment d'arc narratif, il y a quasiment pas d'évolution. Tu dis, ok, bah je sais pas, Grace, est-ce qu'on doit la redévelopper? Elle était déjà présente dans le précédent film, était un peu développée, on aurait pu la redévelopper. C'est pas le cas. Les autres personnages, le personnage de Paris, ou Paris pour le coup, de Pomme, non plus. Tu dis, ok, bah ce personnage était à peine présent, bah au moins développe-le. Non, il n'y a pas tout ça. Tous ces personnages-là que tu connais à peine, au final, sont pas développés, ils n'ont pas d'arc narratif, très très peu. Je veux dire, Gabriel, le méchant de l'œuvre, si je parle, je vais m'énerver. Je vais vraiment m'énerver, parce que c'est du foutage de gueule, encore une fois. Ça, j'en parlerai en spoiler. Il y a des personnages comme le personnage de Showingham, qui lui a plus de développement que les gens de l'équipe d'Ethan. Tu vois, son collègue, qui était présent ici, des gars, lui a moins de développement que son collègue Showingham. Donc c'est tout un truc où tu dis, qu'est-ce qui s'est passé quoi? D'habitude, tous les Missions Impossibles ont des arcs narratifs de personnages, l'action sert surtout à raconter quelque chose par rapport au personnage et tout. Non, rien de tout ça ici. Malheureusement, Angela Bassett a fait ce qu'elle peut, mais voilà, il plane par rapport aux arcs des personnages, il n'y a pas de développement, il y a quelques petits trucs hein, à droite, à gauche, mais pour moi c'est creux, c'est vide, c'est très peu présent, et c'est dommage, au final, c'est vraiment dommage, parce que tu dis que ça aurait pu être vraiment intéressant, mais non, et fascinant, il y a des choses qui sont fascinantes et qui auraient pu très bien marcher si c'était mieux écrit et mieux réalisé, d'après moi, encore une fois j'en parlerai après, mais la grosse déception pour moi c'est l'IA, cette fameuse entité qui était hyper intéressante dans le premier film, qui est sorti il y a quelques années déjà, tu te dis ok, c'est un vrai antagoniste, pour une fois c'est pas un humain, c'est une machine, comment t'affrontes une machine? En termes de déception, je vous jure, c'est du foutage de gueule. L'IA n'interagit plus. Elle n'existe plus dans le film, entre guillemets. C'est juste un chrono. Il n'y a plus aucune intervention de l'IA dans le film. C'est juste un chronomètre. Voilà, si vous ne faites pas telle chose au bout de 3 jours, c'est la fin du monde, grosso modo. Voilà, c'est l'histoire, c'est l'intrigue. Et l'IA n'intervient plus du tout dans le film. Et j'étais en mode, c'est quoi ce délire? T'as le seul truc un peu intéressant du précédent film qui était un peu nouveau, pertinent, ils l'ont complètement gâché ici. Ils parlent de guerre psychologique et tout, jamais utilisé. Jamais mis en avant. Tu sais, il y a tout cet apport à la vérité, à l'avenir, jamais mis en avant. À la vérité, jamais évoqué par rapport à ça. Et surtout la religion. Alors, des trucs religieux, il y en a un petit peu, mais je veux dire, le premier film, Dead Reckoning, il y avait tellement plus de choses intéressantes, de thématiques, ça lançait tellement d'idées. Les idées du film précédent ne sont jamais réévoquées, ne sont jamais conclues. Il y a des arcs thématiques qu'ils auraient dû conclure, ils l'ont pas fait. Et c'est pour ça que tu dis, au fait, tu as l'impression qu'ils n'ont pas assumé que du coup ce film-là devait être Dead Reckoning partie 2 parce que le premier film était un échec, et ils ont complètement changé l'approche du film, et bah du coup tu as l'impression que c'est ni une suite thématique, alors que techniquement c'est vraiment la suite, et il y a des intrigues qui se concluent juste jamais de manière satisfaisante, parce qu'en fait, l'ébullition de tous les arcs narratifs, de tous les personnages, de toutes les intrigues, il y a trop de personnages d'ailleurs, je le précise, il y a trop d'arcs narratifs qui sont même pas développés, superficiels, mais il y a trop de choses qui se passent, et bien cette ébullition, il n'y a rien. Vraiment, quand tu arrives à la fin, tu dis ok, à la fin du film, hein, quand tu l'as fini, tu dis ok, tout ça pour ça. Tu es en mode, il y a un anti-climax assez fou par rapport à tout ce qu'ils mettent en avant, et la majorité des intrigues sont assez ratées et manquent clairement de tension, et tout se rejoint assez mal, et il n'y a aucune satisfaction par rapport à ça, et je dirais même que c'est très bordélique, tu as l'impression qu'il y a vraiment eu des reshoots, que le scénario était écrit à l'arrache, limite pendant qu'ils tournaient les scènes, ils écrivaient le scénario, quoi. On en est là. Tout passe trop bien aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de danger, en fait il n'y a pas assez, des enjeux il y en a, mais il n'y a pas assez de péripéties. Tout se passe d'une manière vraiment bête et simple. Et il y a juste les 2 grosses séquences d'action de cascade qui sont vraiment bien. Pour le coup, on en parle dans quelques secondes aussi. Mais il n'y a plus ces moments d'équipe avec Ethan, son équipe. Il n'y a pas d'alchimie entre les personnages. Il y a quelques nouveaux personnages qui volent un peu le show. J'en parlerai aussi en spoiler. Il y a quelques moments émotions tout de même. Mais globalement, je suis assez déçu du traitement de Ethan, de son équipe. Ça va pas quoi. Enfin, honnêtement, hein, ça va pas. Hein. C'est très mou, c'est très peu présent dans l'œuvre, c'est très superficiel, et quand tu es habitué à la saga, peut-être pour les gens qui connaissent pas la saga, peut-être ça va vous sembler normal, classique et ok, mais pour les gens qui sont habitués à la saga, moi je parle en tant que fan,
on n'a rien à manger, quoi. Alors que c'est le film le plus long de la saga, et ça patauge en boucle et en boucle sur des trucs qui sont pas assez efficaces d'après moi. Et les thématiques religieuses, pas du tout développées comme je l'ai dit, elle a complètement disparu, ou presque d'ailleurs, ou alors vraiment, on en parle vite fait et puis basta. Les problèmes liés à l'IA, vous savez, le délire de dictature qui est mis en avant dans l'œuvre, parce qu'en fait, l'IA contrôle un peu le monde, entre guillemets, c'était ça le principe du précédent film, et forcément, bah, les êtres humains sont pas contents. Et pour contrer ça, bah, les gouvernements ont mis en place des dictatures, un peu le fascisme et tout, et ça parle un peu d'économie, ça revient jamais dans le film. Alors là, c'est juste au début, tu sais, en mode comme les cassettes de que Ethan a un peu de contexte, ça revient jamais dans le film, c'est hyper dommage. Et tout l'apport du cinéma, tu vois, l'IA, c'était aussi un timing parfait parce que c'était au moment de l'IA générative, le film sortait et le grand ennemi du cinéma, c'était ça, c'était l'IA. Ils en parlent pas du tout, quoi. Ça n'a aucun lien avec le cinéma, alors que bah, l'œuvre d'avant en avait quand même pas mal, et c'est tout à fait thématique. Là, le seul truc qu'ils font, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser des trucs numériques, ils passent à l'analogique. Et c'est tout le truc. Enfin, il n'y a que ça comme argument en mode, en fait, faire les films à l'ancienne, comme là, c'est stylé. Ouais, d'accord, mais en fait, le précédent film était un peu plus complexe par rapport à cette thématique, un peu moins manichéen par rapport à ça. Là, c'est vraiment peu développé. Il y a tout le concept de guerre entre gouvernements qui est de nouveau mis en avant. Je veux dire, c'est le quatrième film où la menace nucléaire, je crois dans la saga quatrième ou troisième, où la menace est la menace nucléaire. Bon, il y a un moment, on connaît, on a vu. Non, je crois que les quatre avec Macquarie, hein, c'est une menace nucléaire. Il y a un moment, c'est bon. Donc on est quoi au cinquième film avec la menace nucléaire. Bon, allez, on compte pas Dead Reckoning, mais voilà, quatrième film de la saga avec une menace nucléaire, fin du monde. Dommage, parce que l'IA, au fait, à la base, le plan, c'était pas ça. Le plan était pas la destruction de l'humanité. Mais là, ils se sont dit, putain, le film a floppé, il faut qu'on change le plan, et maintenant c'est ça, j'imagine. C'est du déjà vu. Enfin, une fois, ok, deux fois, ok. Trois fois, on commence un peu à abuser, déconner. Je comprends, hein, ça fait flipper la guerre nucléaire, le côté guerre froide et tout, et peut être intéressant. Mais je trouve que là, ils ont vraiment déconné et que c'est un peu n'importe quoi d'après moi. Et la chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que si la saga continue, je pense qu'il est temps de dire au revoir à Christopher McQuarrie. Oui, il a un peu, entre guillemets, non pas sauvé la saga, mais il a donné un nouveau souffle à la saga. Mais à la base, la saga, vous savez, c'est un réalisateur par film. Encore une fois, ça, je vais beaucoup l'évoquer dans ma vidéo la semaine prochaine sur tous les films de la saga. Mais grosso modo, normalement, chaque réal fait un film. Mais McQuarrie, il a trouvé une formule qui marche bien. Rogue Nation, c'était excellent. Fallout, les gens adorent, c'est le préféré de beaucoup de personnes. Moi, j'aime bien Dead Reckoning aussi, pour le coup. Mais là, je trouve que le film n'a plus d'idée. Et je trouve que McQuarrie n'a plus d'idée. Je pense qu'il a fait le tour, je pense qu'il a fait son temps, que ce soit d'un point de vue scénaristique où il n'a pas d'idée, il a vraiment mal géré le scénario de ce film-là, qui est pour moi le plus gros point faible. Mais d'un point de vue de la mise en scène, je pense aussi qu'on a fait le tour, parce que là, vraiment, c'est bien, hein, c'est maîtrisé, il n'y a rien à dire, et c'est peut-être le plus maîtrisé de toute sa filmographie, mais c'est le moins intéressant, c'est le plus chiant à suivre visuellement, c'est le plus vide aussi. Donc peut-être il a mieux géré ses cadres, peut-être il raconte pas mal de choses efficaces, peut-être l'action est mieux filmée, mais c'est beaucoup moins intéressant que les précédents films. Il y a beaucoup moins de narration visuelle, de narration par rapport aux personnages, par rapport à la mise en scène, la composition des cadres. Le film ne me choque plus, ne m'étonne plus. Il y a encore des références à Hitchcock, il y a des choses bien en termes de photographie par rapport à des scènes avec du noir, du contraste, un peu de blanc. Il y a des choses vraiment bien jolies, mais grosso modo, tout est gris. Tout est assez laid, aussi assez monotone. C'est trop classique dans les scènes de dialogue, c'est du chant contre chant, les personnages sont debout ou assis et ils interagissent, il se passe rien, ils interagissent pas avec leurs mains, leurs mouvements. C'est toujours, ils sont face à face, ça manque de dynamisme. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Où est partie l'énergie? Est-ce qu'elle a vieilli en même temps que Tom Cruise? Bah non, parce que Tom Cruise, il fait encore des dingueries dans ce film, donc c'est pas ça le problème. Mais il y a un vrai manque d'énergie qui ressort clairement du film, chose qui est étonnante parce que même Dead Reckoning était hyper dynamique, ça bougeait, il tentait des trucs, tu vois, même si j'aimais pas tout dans Dead Reckoning en termes de mise en scène, bah le mec tentait des trucs que je trouvais intéressants. Là, je vous jure, il tente quasiment rien et c'est très plan-plan. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Le mec nous a filé 3 films avant qui étaient quand même hyper bien mis en scène, hyper efficaces. Là, ça reste encore efficace, hein, mais ça ne rajoute rien. Voilà, il se redit beaucoup et je trouve que bah, il a perdu un peu son énergie, son charme, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est un truc tout bête, hein, mais en termes scénaristiques et de mise en scène, il y a plus ces transitions que vous aviez dans les villes. Vous savez, quand tu arrives dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, il y avait tout un moment où tu installais l'ambiance et tout. Là, ça a complètement disparu. Là, les personnages se téléportent. On sait même pas combien de temps ça dure. Ils se téléportent. Il y a un chrono dans le film. Il y a marqué 72 heures. Et à partir d'un moment, il y a marqué 24 minutes. Je fais, mais attendez, il y a 3 jours qui se sont passés. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Tu vois, il était complètement perdu. J'exagère peut-être un peu avec ça, hein. Il y a d'autres temps qui sont affichés. Mais il y a plus ce moment-là où tu t'es plongé dans les villes. Le côté espionnage, poubelle. Le délire d'espionnage international ou même d'espionnage tout court n'existe plus. Tu vois, le délire des masques, d'espionnage, de faire attention à qui est là, de voler des trucs, il n'y a pas ça. Il y a pas. C'est plus un film d'espionnage, c'est un film d'action.
Mais un film d'action avec beaucoup de dialogue, beaucoup de choses. Et c'est même pas un thriller parce que tu dis, ok, moi ça va être angoissant, il y aura des thrillers, il y aura un peu de paranoïa, des choses comme ça, basiques du thriller. Non, même pas en fait. Les dialogues sont chiants à regarder, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de truc. Le film a perdu un peu tout ce qui fait que la saga est bien au final. Ça a perdu un charme que moi j'aimais beaucoup, je trouve. Et là, en fait, je suis pas devant un film d'espionnage international comme moi je les aime. Je suis face à un film qui enchaîne les séquences dans différents endroits de manière peu naturelle. Alors pas toujours, hein, il y a des choses qui sont vachement bien, mais il y a aussi un choix qui a été fait de passer d'un monde urbain à un monde très, on va dire, ouais, militaire et nature. Le côté militaire, on l'a déjà vu dans la saga, c'est pas fascinant de voir des porte-avions ou des hélicos. Le côté nature est vraiment mal mis en avant, quoi. Mis à part quelques belles couleurs en Afrique du Sud où là c'est vraiment bien, mais encore une fois, c'est tout ce qui concerne les séquences de cascade. Là, tous les défauts disparaissent. Mais quand je vous dis qu'ils disparaissent, ils disparaissent. Mais le reste, c'est un bordel scénaristique et de mise en scène. Ils ont rushé beaucoup de choses pour le coup, et en même temps, ils ont rempli le film de trucs que tu savais déjà. Ils répètent des arcs narratifs, ils approfondissent pas les arcs narratifs. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi 3 heures et c'est le film le plus creux, le plus vide, fatalement de la saga. Il y a des fulgurances, hein. Il y a des grandes fulgurances. Les 2 scènes d'action du film sont exceptionnelles, sont grandioses. J'avais les mains moites, je transpirais, je suais, c'était génialissime. La mise en scène de ces séquences-là est parfaite. Tu vois, il y a 2 grosses séquences, celle de l'avion et du sous-marin. Là, surtout au format IMAX, j'étais en état de choc, quoi. C'était du grand art, quoi. J'étais à fond dedans, il n'y a rien à dire. C'est parmi les meilleures scènes d'action que j'ai vues de la décennie. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça met une tollée à quasiment toute la saga. Genre, les 2 séquences sont vraiment hors du commun, quoi. Cette séquence-là, tu ne respires pas, quoi. C'est une dinguerie. En plus, le format IMAX, c'est grandiose. Et ils utilisent le format IMAX. Vraiment, il y a Tom Cruise qui va utiliser une sorte de manivelle et l'écran va s'étendre pour passer à l'IMAX. Du coup, en séance classique, je sais pas si ça va le faire parce que peut-être ils vont changer de format aussi, mais en IMAX, ça le faisait, ils jouaient avec ça. Donc, les 2 séquences d'action, tout ce que je dis de négatif disparaît. Il y a beaucoup de narration visuelle, les couleurs sont jolies, les cascades sont folles, les placements de caméra sont intelligents, racontent aussi une histoire, développement de personnages, mais ça concerne que Ethan. Il y a que Ethan dans ces scènes d'action à chaque fois, ou plus ou moins. Donc tu te dis, bon, c'est un peu dommage parce que c'est le personnage qu'on connaît le plus. Il joue pas vraiment avec les autres arcs. Pendant que lui fait ses scènes d'action, bah, les autres personnages font pas souvent grand chose de forcément très intéressant. J'en parlerai en spoiler de ça aussi. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que le film a à offrir en réalité? Parce que si c'est juste des références comme on voit là, forcées, nostalgiques, parce qu'il n'y a que ça. Il y a vraiment beaucoup de références visuelles, nostalgiques au truc. Est-ce que c'est intéressant? Moi, je veux d'un Mission Impossible aussi un film d'espionnage. Là, il y a quoi de nouveau pour la saga? Rien. Il y a quoi de vraiment bien? Il y a pas mal de choses de bien, pour le coup. Il y en a vraiment pas mal de choses, mais il n'y a rien de fascinant. Je veux dire, même la musique est inexistante. Le moment du thème principal, vous savez, dans l'émission Impossible, il y a toujours 1 ou 2 moments où le thème principal va résonner. Là, je vous jure, c'est nul. Enfin, je me rappelle même plus de la scène. J'exagère hein, quand je dis ça, mais l'immersion sonore est réussie, surtout par rapport aux scènes d'action, mais l'ambiance musicale et les grosses séquences, je me dis, mais qu'apporte le film aujourd'hui? Et la vérité est que bah rien de nouveau quoi. Donc il est pour moi assez impossible de cacher ma déception par rapport à cet opus de Mission Impossible que je trouve trop long avec un peu d'émotion mais pas suffisamment d'après moi. Alors la vibe fin de saga d'après moi n'est pas du tout présente. Donc si c'est le dernier de la saga, en vrai un peu pétard mouillé j'ai envie de vous dire. On en parlera dans quelques secondes aussi. C'est impressionnant, c'est maîtrisé durant quelques séquences. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de voir Tom Cruise qui se sacrifie dans des cascades extrêmement folles et il peut mourir? Ouais, ça vaut le coup pour ça et ça reste un bon film. Mais en tout cas, je pense que les gens qui connaissent pas bien la saga vont plus apprécier que les gens qui connaissent, qui là tapent un truc qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont déjà vu avant, qui malheureusement répète beaucoup des choses qu'on connaissait et qui nous plaisaient déjà avant, mais en moins bien, fatalement. Donc je pense que pour les fans, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais j'ai pris mon pied tout de même. Je veux dire, j'ai été diverti. Les 3 heures sont passées relativement vite. Mais je ne sais pas si le film va vraiment survivre un revisionnage. Je vais retourner le voir. Je ne sais pas si je le verrai en séance classique cette fois-ci ou de nouveau en IMAX. Je pense que l'IMAX m'a fait apprécier encore plus le film parce que surtout l'écran de Bruxelles, hein, et c'est l'un des écrans les plus impressionnants du continent. Donc il y a un moment, c'est même pas une blague, hein, c'est vraiment ça. Tu prends une claque et peut-être tu fais même pas attention à peut-être des petits problèmes, des petits défauts tellement tu prends la claque IMAX de qualité et tout. Donc honnêtement, ouais, c'est dur à recommander en tant que grand fan. C'est-à-dire que oui, c'est bien, oui, les fans vont y aller, oui, vous allez kiffer, oui, il y a des séquences qui sont génialissimes, des énormes fulgurances,
Mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Je vais le faire parce que j'ai envie de retravailler ma prochaine vidéo, reparler du film évidemment. Je pense pas que ce sera un succès au box-office. En fait, ça dépend parce que le film, je sais pas s'il aura un bon bouche à oreille. Je sais pas si les deux grosses scènes d'action vont sauver le film pour beaucoup de personnes. Mais l'avantage du film, c'est que contrairement au précédent où il y avait Barbenheimer qui sortait genre une semaine après, là, le film a un boulevard quoi. Là, il a 1 mois et demi avant le prochain gros film qui est Jurassic World. Donc là, il a un boulevard où c'est le seul gros film au cinéma pendant un long moment. Donc peut-être ça va énormément le booster. Et je pense qu'il mérite de faire de l'argent bien plus que le précédent. Je pense qu'il mérite de faire 700, 800 millions parce que la saga en a besoin. Et même 800 millions, ça ne sera pas assez pour sauver le film du flop. Là, il faut que le film tape 1 milliard. Hein. Si le budget c'est 400 millions, il faut qu'il tape au moins 1 milliard. Impossible pour moi 1 milliard. Après, j'ai eu tort auparavant. J'espère, je souhaite du succès à la saga hein, parce que c'est une saga que j'adore. Et je pense qu'on doit récompenser ce genre de film aussi où il y a un mec fou de 60 piges qui tente des dingueries. Mais je suis quand même déçu par le film. J'ai passé un bon moment, je considère que c'est un bon film. Je dirais pas que c'est le pire de la saga parce qu'il y a débat entre le troisième, le deuxième. Mais ouais, c'est dans le bas, quoi. Le bas de la saga. C'est dans le classement, ça va pas être haut du tout, quoi. Et c'est une véritable déception. Et ouais, c'est dur à avaler. Je vais retourner le revoir parce que là, comme ça, à chaud, bon, j'ai écrit une grosse vidéo hein, pour le coup, mais à chaud, je suis clairement déçu, même si, comparé aux autres films qui sortent chaque semaine, chaque année, oui, c'est un bon blockbuster. Mais par rapport à la saga, par rapport à mes habitudes, mes attentes aussi quand même, c'est décevant. Et j'avais des attentes correctes. Hein. Je suis pas en mode, j'attendais pas le Messie, la résurrection du Christ, si vous voulez. J'attendais juste un vrai bon film. Et là, pour moi, c'est pas exactement un grand film ou un très bon film, c'est juste un bon film divertissant. Et maintenant, on va en parler en spoiler. Désolé de vous le dire, hein, mais moi je trouve ça nul le début avec des flashbacks. Je veux dire, tu passes pas 3 minutes de flashback ou je sais pas combien de temps, mais c'était hyper long de flashback de ta saga comme ça. Enfin, je veux dire, c'est nul. Toute la saga, à chaque fois, c'est des scènes d'introduction vraiment bien. Je sais pas, Ethan en prison, Ethan qui saute sur un putain d'avion et tout. Là, c'est 3 minutes de flashback pour rien. C'est pour faire des liens avec la saga et tout, mais les liens sont nuls. On va voir au fur et à mesure de cette partie avec spoiler. Les liens sont mal faits, sont nuls, sont inintéressants, je trouve. Donc, commencer la saga comme ça, c'est tout pourri. Vraiment, enfin la saga, le film comme ça, c'est tout pourri, contrairement au reste de la saga, pour le coup. Parce que oui, cette fois-ci, la cassette qu'il reçoit, c'est pas une cassette, du coup, de l'IMF en théorie, ou la CIA, ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle autre société qui a réussi à pirater cette cassette. Non, là, c'est littéralement la présidente qui parle à Ethan. Pourquoi? Parce que la présidente est la plus grande autorité américaine. C'est pour montrer à quel point c'est important que Ethan soit retrouvé, qu'il retrouve aussi la clé. Et au fait, c'est là l'enjeu, c'est que Ethan veut détruire la clé et l'IA de manière générale. La présidence des États-Unis, la CIA, l'IMF veulent le contrôle de l'IA, donc c'est ça l'enjeu. Un mec qui veut détruire et tous les autres qui veulent la contrôler pour être des superpuissances, des dictateurs et tout. Bon, l'apport à la vérité qui est jamais réellement évoqué en soi. Et ensuite, encore une fois, il y a une séquence qui apparaît nulle part par rapport à ce braquage ou cette extraction d'une personne. Et en vrai, la séquence est bien. Je trouve qu'il y a une vraie intensité. Je trouve qu'elle est cool. J'aime bien le fait que Ethan est maintenant face à deux personnes qui ont des flingues. Et dans ce film-là, il joue le négociateur, il joue le diplomate. Il est en train de recruter des gens pour son équipe. Et il faut qu'ils s'entendent bien, il faut qu'ils se respectent, il faut qu'ils soient là l'un pour l'autre. Et donc ça, je trouve que c'est bien à quel point il joue ce négociateur. C'est cool, la séquence est bien filmée en termes de scène d'action et tout. Mais elle est rushée. Tu vois, elle sort de nulle part. Tu la vois comme ça. Elle est finie en 2 minutes. On passe à autre chose. Le personnage de Paris n'est pas du tout développé, intéressant. C'est un peu dommage pourtant parce que dans le premier film, il y avait du potentiel. Là, rien, vraiment rien par rapport à elle. On en parle juste après. Pareil pour Londres. L'ambassade à Londres, c'est rushé. D'un coup, ils sont à l'ambassade. D'un coup, il y a 2 hommes qui veulent arrêter Ethan. Tu as du coup Grace qui fait son tour de passe-passe pour parler du timing et être utilisé dans le climax. Mais ça va super vite. Ensuite, ils se font arrêter. Il y a une scène de torture qui ressemble à Rogue Nation d'ailleurs, qui est plus jouée pour la comédie plus qu'autre chose. Bon, c'est un choix. Et le générique qui apparaît. Et pour moi, c'est le générique le plus mou de la saga, quoi. Il n'y a aucune inertie. À aucun moment, tu as cette vitesse, on va dire, et cette hype après cette séquence-là. Et vu qu'il est joué pour la comédie par rapport à la violence et tout de Ethan, on montre un Ethan plus violent, alors qu'en réalité, il ne serait pas du tout violent dans ce film-là, contrairement aux autres. Le générique, je trouve de base mou, mais la manière dont le générique est lancé, je trouvais ça un peu faible aussi. Normalement, quand le générique se lance, t'es en mode putain, ça va être incroyable. Rappelez-vous le générique de Fallout en salle. Rappelez-vous même celui de Dead Reckoning en salle. Rappelez-vous les génériques quand vous les voyez, vous vous dites putain, le film va être ouf. Là, le générique commence, tu dis. Ouais, bon, ok, pourquoi pas, sympa. Mais il y a des choses que j'aime, hein, parce que là je suis critique parce que je suis un peu déçu, mais il y a plein de choses que j'aime. Je veux dire, l'IA dans l'œil de Tom Cruise, alors le plan est génial, mais ça fait vraiment très religion, parce que du coup l'IA est considérée comme un dieu, mais ils en parlent pas beaucoup. Alors que dans le précédent film, le délire religieux, fanatique, sectaire, encore une fois dans ma critique que j'ai déjà tournée, qui sortira la semaine prochaine, j'en parle beaucoup aussi. Là c'est beaucoup moins présent, mais cette communion avec Dieu est intéressante. La mise en scène est intéressante pas par rapport à cette scène-là, mais un côté très Hitchcock aussi, avec les yeux très blancs ici, le noir autour,
autour. Il y a des choses intéressantes. Maintenant, à quoi ça sert ça? J'avais peur que ce soit, vous savez, ce genre de film où bah, en fait, la scène ne se passe pas au final, parce que imaginons que la scène allait continuer et il allait se réveiller genre 30 minutes après dans le film, ou voire plus loin. Non, il n'y a pas ce délire-là. J'avais peur qu'ils revivent genre la saga ou des moments nostalgiques comme ça. Moi, ce qui me fait quand même un tout petit peu chier dans cette histoire, c'est qu'il passe quand même un moment à dire « Ouais, Ethan, quand tu vas rentrer dans cette machine, tu seras plus le même après. » Il ressort de la machine. Bon, il a un peu une phobie et il est un peu dans le mal pendant genre une micro-scène et après c'est fini. Je fais ok, mais tiens, ça aurait pu être intéressant de voir Ethan évoluer par rapport à ça. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il dort beaucoup dans le film après? On en parle aussi après. Mais bon, un peu déçu parce que la séquence c'est bien. L'impact de la séquence, beaucoup moins. Surtout que l'IA, après, on n'en parle plus. C'est juste devenu un chrono. Genre, elle n'interagit plus. Voilà, parce qu'il y a l'excuse de l'analogique. Mais en fait, l'IA aurait pu intervenir. Je sais pas, pirater des choses et tout. C'est un antagoniste qui est à ce stade-là passif. Parce qu'apparemment, il est occupé à hacker le reste des systèmes nucléaires des pays. Mais l'IA n'intervient plus jamais. C'est juste Ethan contre les éléments et Gabriel, quoi. Et c'est décevant, je suis désolé de le dire. Et tout le délire par rapport au Rabbit's Foot. Alors ça, c'est un truc qui est expliqué en mode, ok, le Rabbit's Foot, en fait, c'était ce qui a permis de créer le fameux dieu. C'était l'anti-god, et le fait de s'être débarrassé de ça, ou l'avoir donné en tout cas à l'IMF, Ethan, il a créé, sans le vouloir, la divinité, l'intelligence artificielle. Mais ça change quoi? Rien. Parce que Ethan, qu'il sache ça ou pas, il veut quand même détruire l'IA. C'est tout aussi personnel, peu importe. Tu vois, il se sent quand même coupable s'il échoue, donc ça change rien. Et nous, qu'on sache ce qu'il y a dedans, on s'en branle aussi en tant que spectateur. On s'en fout totalement, ça change rien. C'est un MacGuffin. C'est un procédé de cinéma tout à fait basique et ça change rien à l'histoire. Tu vois, il ne joue pas du tout sur ça non plus. Et tous les trucs, ou presque, hein, qui sont de la saga qui reviennent, généralement, c'est assez mauvais, quoi. Encore une fois, il y a pas mal de scènes où il court. Ok, les scènes sont sympas, mais Rusher, il court, je vous jure, même pas 10 secondes par scène. Il court là aussi à la fin. Je sais même plus si c'est dans le film, ça, pour le coup. Si, c'est quand il va chercher l'avion à l'aéroport. L'aéroport, vous avez compris. Mais à chaque fois, c'est hyper rushé. Londres, allez, tu cours 5 minutes. Ok, tu recours après. Là, tu cours vite fait. Et là, tu cours, c'est le seul moment où il y a de l'émotion parce qu'il court, il vient de perdre son ami. Et la mort de Luthor, de manière générale, bah, je l'ai trouvée touchante, pour le coup. Parce que c'est le seul personnage de la saga qui est là depuis le début. Alors, qui était là dans tous les opus, parce qu'il y a des personnages du premier film qui sont encore là. Mais il était là dans tous les opus de la saga, même s'il a un petit rôle dans Ghost Protocol. Il est là depuis le début. C'est pour moi la mort la plus touchante de la saga. Ils ont le droit à des vrais adieux. C'est réussi. Ils prennent leur temps. Il y a un chrono en même temps et Ethan, il est presque là sacrifié pour lui. Lui, il accepte son sort. C'est touchant. Voilà. Mais tu dis, ok, si lui meurt, vu qu'il est là depuis le début de la saga, en fait, c'est la fin de la saga parce que vu qu'on peut pas faire un film sans Luthor, tu vois, en théorie. Et j'aime bien parce qu'ils prennent du temps avec lui. Alors oui, à la fin, il a son petit mémo ultra surexplicatif et tout. Bon, ok, pourquoi pas. Mais c'est une belle mort, je trouve. Je trouve qu'elle est touchante, je trouve qu'elle fonctionne. C'est le seul moment émotion de l'œuvre. Et je m'attendais pas à ce qu'il meure de une. Je pensais que ça allait être plutôt Benji ou quelque chose comme ça. Parce que là, je me suis dit, ok, vu que lui meurt, ils vont le jouer en mode c'est le dernier film de la saga. Parce que si Luthor meurt, il symbolise aussi la saga, hein, qu'on le veuille ou non. Faut parler de la fin hein, juste après, mais il joue pas du tout cette vibe fin de saga d'après moi. Et notre négociateur, du coup, cette fois-ci, Ethan Hunt, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a tout un enjeu où il doit convaincre la présidente d'accepter le monde d'Ethan. Parce qu'il parle souvent de la réalité de l'intelligence artificielle et ils sont tous défaitistes. Maintenant, ils le disent, hein, on vit dans le monde de l'intelligence artificielle. On vit pas dans le monde des humains, on vit pas dans le monde d'Ethan. Et le monde d'Ethan, c'est quoi? C'est toujours être prêt à sacrifier la mission pour sauver les gens. Et en essayant de sauver les gens, tu vas réussir ta mission parce que tu es récompensé par rapport à ça. Donc je trouve que lui qui essaie de motiver les gens, de lui faire confiance, de rejoindre son monde, entre guillemets, c'est assez fascinant, c'est assez réussi, c'est aussi un peu touchant, mine de rien. Donc c'est logique parce que c'est une thématique qui est dans toute la saga depuis le début. C'est la même personne qui a évolué évidemment, mais il a toujours été prêt à sacrifier la mission pour sauver des gens et il a envie de chauffer les autres gens, dont la présidente, à être comme lui. Et c'est un peu ça, hein. Tout le film, il veut transférer cette morale à tous les gens. Et justement, quand les gens vont vouloir s'aider entre eux plutôt que de réussir la mission, ils seront quasiment tout le temps récompensés. Voilà, je trouve que c'est une bonne chose, c'est plutôt cool. Après, il y a plein de choses qui sont réussies. En vrai, le plan aussi où ils préparent la mission, où tout doit fonctionner, ils expliquent comment, même s'il a encore ses petites craintes, ses phobies, il reste quand même confiant et il doit prendre des risques, c'est de ça qu'il parle. Ouais, c'est pas mal, honnêtement. C'est un peu rushé, encore une fois, mais c'est pas mal.
ça fait pas très vivant parce que du coup, il y a des flashbacks quoi, avec des choses qui sont des échecs ou pas. D'ailleurs, il y a des plans de la bande-annonce, vous pouvez aller voir. Hein. Vous faites pause par pause, il y a des plans qui sont pas du tout dans le film. Genre ça, on dirait du Game of Thrones. C'est pas du tout dans le film. En tout cas, voilà, il y a ses visions, il y a cette préparation, il y a ses craintes. Et j'aime bien parce qu'il arrive à convaincre tout le monde dans le personnage de Hannah Waddingham de lui faire confiance, de lui dire ok, il faut prendre des risques dans la vie, c'est comme ça, c'est pas facile, mais faites-nous confiance. Et il arrive à motiver tout le monde lui fait confiance et je trouve ça bien, ça montre son côté un peu leader, il arrive vraiment à rallier des gens à sa cause, des gens certes désespérés, mais il y arrive. Tu vois, les ordres d'Ethan sont plus importants que les autres du gouvernement, même si évidemment il y a la présidente qui aide et tout, mais ça montre vraiment son impact moral sur les gens et je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, hein, tout ce qui concerne le saut de la foi, parce que c'est un saut de la foi, il sait pas s'il va survivre, il sait pas s'il va mourir, c'est un saut de la foi, encore une fois une thématique un peu religieuse. Génial comme saut, pour le coup il a fait pour de vrai évidemment le saut il rend très bien je trouve aussi avec les vagues, le truc très anxiogène derrière, c'est bien fait, pour le coup c'est bien fait, c'est prenant, il n'y a rien à dire, une vraie réussite et il y a plein de choses que je trouve réussies, aussi le sous-marin, et le sous-marin est génial parce que Tramel Tillman qui est un acteur de Sévrance formidable, c'est l'un des acteurs qui volent le plus le show, comment il appelle Mister à chaque fois, c'est très cool et c'est ce qui est bien parce que ça change un peu le ton dans le sens où lui est un personnage un peu mémorable parce qu'il est belliqueux. Lui, c'est un mec qui détecte d'autres sous-marins, surtout des sous-marins russes, et il dit poke the bear, il veut faire chier quoi. Il est là un peu belliqueux, il aime bien un peu provoquer, et c'est une bonne personnalité avec laquelle Ethan peut interagir, et tout le monde dans ce sous-marin est hyper sympa avec Ethan, il leur donne la combinaison, alors qu'il n'était pas forcément prêt pour ça. Tout le monde est hyper cool et du coup ça crée je trouve aussi un bon twist où justement il y a un mec qui veut le tuer parce que ce mec fait partie de la secte du coup de l'IA, vous savez c'est Doomsday Sayer je crois ils appellent ça comme ça, bref voilà le mec qui veut que l'IA gagne et des choses comme ça et ça montre à quel point ils sont partout, que ce soit ici, que ce soit avec la présidente évidemment à la fin, mais bon c'est pas assez développé, je trouve que c'est juste un truc pour dire voilà c'est une excuse scénaristique, ah bah c'est une secte, maintenant on va avoir une scène d'action qui est bien, pour le coup la scène d'action est bien filmée, le combat au couteau est génial, c'est peut-être l'un des meilleurs combats au couteau de la saga, il y a un vrai travail qui est fait dessus, pour moi il n'y a aucun problème, c'est une vraie bonne séquence entre le gaz, les lumières, les blagues qui sont faites. Il dit passe moins de temps sur internet. Tout est vraiment réussi. Hein. Dès que tu arrives dans l'action, ces séquences-là sont vraiment bien foutues pour le coup. Mais bon, après, il y a 2h20 de film à côté, quoi. Donc j'aime bien tout ça. J'aime bien que de l'autre côté, ils galèrent avec les Russes. Ils essaient tous de convaincre les Russes par rapport à leurs compétences. Tu vois, lui, il essaie de convaincre par rapport à l'informatique. Grace par rapport à sa manipulation. Pomme, elle veut juste tuer les mecs. Donc je trouve ça plutôt cool. Ils ont des choses à faire, il y a de l'enjeu. Ouais, c'est des bonnes choses avec de l'attention, c'est pas mal. Et en plus, là, on a l'équipe qui travaille sans Ethan. Ils sont quasiment jamais en communication dans l'œuvre. Non, c'est génial pour le coup. Ethan solo de son côté, l'équipe solo de son côté, ça montre à quel point ils sont fusionnels et en même temps à quel point peuvent se débrouiller chacun de leur côté sans même communiquer. Parce qu'ils peuvent pas. Évidemment, c'est analogique, tout ça, c'est compliqué. Il y a des excuses par rapport aux ondes radio et tout, mais c'est vachement bien pour le coup. Pour moi, la séquence du sous-marin, on est sur un truc d'anthologie. Hein. Ça fait beaucoup penser à, je trouve, Abyss de James Cameron, mais l'échelle massive des sous-marins, que ce soit alliés et ennemis. Tu sais, il en esquive un, puis il se prend le sous-marin ennemi qui suivait. Bon, ma thalassophobie et en même temps ma mégalophobie, mais sous-marine, je crois qu'il y a un nom pour ça, mais grosso modo, ça me fait flipper de voir des gros engins mécaniques sous l'eau. Voilà, moi j'étais en train de suer évidemment par rapport à ça, mais j'ai beaucoup aimé à quel point ils utilisent l'échelle, forcément à quel point c'est flippant. J'aurais peut-être mis quelques animaux, je sais pas, un truc pour créer un peu plus de tension peut-être par rapport à ça. Bon, je pense que c'est un choix qu'ils ont fait de manière volontaire de ne pas le faire comme ça, mais on ressent bien la vitesse, le danger, le problème de décompression, le chrono, le timing, c'est super bien fait. En plus, on t'explique avant exactement tout ce qui peut déconner, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est génial de ce point de vue-là. La scène dans le sous-marin avec l'enjeu des bombes, l'eau qui monte, le sous-marin qui tourne, légendaire pour le coup ça, le mixage son qui est excellent, la musique qui est présente mais un peu silencieuse aussi, les bruitages qui sont parfaits, il y a pas mal de séquences comme ça qui sont géniales dans cette fameuse scène du sous-marin, la mise en scène vraiment top, que ce soit en POV par rapport à Ethan ou à quel point tu te repères géographiquement vu que c'est très horizontal, bah tu vois les pièces une par une et chaque pièce a un peu ses difficultés, ces moments là où l'eau forcément va être à un endroit différent parce que le sous-marin tourne et il est prêt de tomber et tout. Génial, franchement, c'est un truc qu'ils avaient fait aussi dans Fallout rapidement, mais là ils le réutilisent de manière vraiment intelligente d'après moi. Et tu vois ça, hein, pour le coup, le sous-marin qui tourne, c'est grandiose, c'est stressant, il n'y a rien à dire. Et j'aime beaucoup toute cette scène-là de manière générale, hein, comment elle finit, le stress par rapport à celle-ci, les torpilles. Et j'aime aussi cette scène-là où on dirait genre presque un fœtus qui va renaître pour le coup, parce qu'il est techniquement mort ici. Donc c'est un sacrifice, il est prêt à le faire, ça fait plusieurs fois hein, qu'il sacrifie dans la saga, mais la manière dont il renaît comme un bébé dans l'eau, voilà, c'est très beau je trouve, il y a une vraie sécurité par rapport à ça, et il y a un vrai bon symbole d'après moi, donc c'est assez paradoxal, encore une fois c'est la renaissance de la saga peut-être ici, bon je n'en sais rien, on verra bien, mais tout ce qui concerne après la préparation de la casse du bunker, elle est géniale, parce que
pour la première fois, j'ai envie de vous dire, du film, ça se passe mal, tu vois. Ce qu'ils avaient prévu en termes de plan, voilà, avant c'était un peu de timing par rapport au sous-marin et tout, mais là, ils n'avaient pas du tout prévu que la CIA débarque, que ça change absolument tout. C'est une chose surprenante et du coup, tu te dis, ok, comment ils vont faire? Mais du coup, ça fait un twist sur le twist parce qu'au fait, Gabriel avait des hommes et ça annule l'arrivée de la CIA. Du coup, ça gâche un peu le truc, mais ils doivent trouver un autre plan qui est plus adapté à leur situation. Bon, c'était pas la chose la plus intelligente, comment ils ont empêché la CIA d'être présent ici. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais en tout cas, c'est pas mal pour le coup. Je trouve qu'au moins, pour une fois, il y a un truc qui se passe qui est un peu différent, surprenant pour le spectateur. Parce qu'avant, dans tous les Missions Impossibles, ils surprenaient aussi les spectateurs. Là, c'est vrai que le spectateur est quasiment jamais surpris d'après moi et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est une vraie bonne scène d'action qui commence encore une fois. Avec, certes, tu es un peu perdu par rapport aux différentes factions, tu sais pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est pas très très grave. Mais on te remet encore une fois une bombe. Et ça, j'aime bien parce que du coup, la bombe du début, tu sais que quelqu'un doit forcément se sacrifier. Ils ont beaucoup de plutonium, ça on l'a compris, voilà. Mais vu que tu sais que quelqu'un doit sacrifier, maintenant ils sont plusieurs à sacrifier. Et c'est intéressant parce que tu te dis, ok, comment ça peut finir? Est-ce qu'ils vont tous y passer? Et ça y va de manière, je trouve, assez surprenante pour le coup par rapport à ça. Parce que, encore une fois, c'est le travail d'équipe qui fait le taf, qui vraiment résout le problème. Le refus de se sacrifier et de sacrifier les gens pour sauver la mission est important. Ils sont prêts à tenter de survivre, de réussir. Et ça, ils sont récompensés. Et je trouve ça assez important. Je trouve qu'au fait, le retour de ce personnage-là du premier film, c'est la nostalgie, certes, un petit peu. Mais bon, c'est un personnage un peu balèque, mais c'est juste qu'il vient d'une scène complètement iconique. Mais ce qui est fort par rapport à ce personnage-là, c'est qu'en fait, il apporte une vision différente. Parce que Ethan, il est souvent vu comme un homme qui fait beaucoup de mal. Et on n'a jamais les choses positives de la vie d'Ethan ou l'impact qu'il a sur les gens. En général, l'impact qu'il a sur les gens est très négatif. Les gens qui veulent se venger, des choses comme ça. Mais là, avoir enfin quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit un truc vraiment positif, bah, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est assez cool, c'est assez touchant. Et c'était plutôt cool de voir ça de manière intelligente et que le fait qu'il soit pas puni par rapport à lui, sa femme, des gars, bon, lui, on savait qu'il était inspiré par Ethan depuis le début. Mais c'est un peu ça, hein, c'est la guerre psychologique qu'ils auraient dû mieux faire d'après moi. Parce que dans le précédent film, il faut une guerre psychologique. Vu que l'IA, c'est tout, bah, elle fait une guerre aux gens par rapport à leur paranoïa par rapport à qui ils sont. Et là, malheureusement, le film ne le fait pas assez parce que du coup, Ethan a réussi à convaincre et faire la guerre psychologique à l'IA, lui qui arrive à recruter des gens, chose qui, d'après moi, aurait pu être bien mieux faite et plus intelligente et bien plus présente. Alors que l'IA, bah, fout rien dans ce film, malheureusement. Mais je comprends, il y a des excuses analogiques et tout, occupées, mais pour moi, c'est pas intéressant, c'est pas suffisant. Et l'idée même de avoir un Simon Pegg qui doit être soigné, qui doit préparer la clé, qui tombe dans les pommes et tout à chaque fois. C'est cool, franchement, je trouve que c'est cool, ça change un petit peu, ça crée une situation intéressante, ça développe un peu les personnages. Ouais, non, la séquence de fin, je vous dis encore une fois, les séquences comme ça sont géniales, sont satisfaisantes, sont bien faites. Encore une fois, un peu de comic relief, un peu de comédie dans le film, ça fait pas de mal. Et je trouve que toute la séquence où justement c'est Grace qui attrape la clé est super satisfaisante. Parce que tu dis, ok, ça va être une milliseconde, comment ça va s'activer et tout, tu sais pas à quelle vitesse ça va être, comment ça va le faire, et la manière dont elle le fait, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement cool. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi cette séquence, mais la séquence du film, c'est la séquence en avion, quoi. C'est la séquence choc, j'ai envie de vous dire, du film. C'est la grosse séquence filmée de tous les angles possibles, et tu sens que c'est vrai. Tu sens vraiment que ça a été fait et c'est super long. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est super long. Ils testent plein de positions différentes. Ça va dans littéralement tous les sens. Les péripéties dessus sont, d'après moi, hors du commun. Tu vois pas ça dans un film. Je sais pas si ça a été fait avant dans un film. Oui, il est attaché à des câbles. Dieu merci, normal, tu sais. Oui, il est attaché. Mais même attaché, la force qu'il faut avoir, le timing, c'est des choses qui sont planifiées. Je veux dire, il sait quel mouvement il va faire à tel moment, dans les airs, durant telle scène. Donc c'est chaud, c'est vraiment dur de faire ça, mais ils le font quand même. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est intéressant. Tu retiens ton souffle pour le coup. Tu sais qu'il va s'en sortir, bien sûr, mais tu retiens ton souffle comme pour le sous-marin. C'est peut-être un peu simple le transfert d'un avion à un autre, mais grosso modo, comment il plane, comment il va dans cette vallée, il y a ces fleuves ou rivières, peu importe, et le décor, et lui qui change de position, il est dans toutes les positions possibles de l'avion, c'est assez génial, c'est assez fort, je trouve. Oui, il y avait une scène où tu avais le fond vert sur le personnage de Gabriel, là tu voyais que le mec n'était pas vraiment accroché à l'avion, ça faisait un peu fond vert, mais bon, c'est parce qu'au fait là c'est la vraie vie, et il y a une grosse différence entre la scène sur le fond vert et la scène ici, mais c'est pour ça que c'est génial. Et c'est ça qui est bien, c'est que Tom Cruise, il tente des trucs comme ça. Il tente des trucs comme ça, dangereux, kiffant, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est parce qu'il va faire des dingueries comme ça, et il fait ses films autour de ça. J'aurais aimé que la suite du film, enfin ce qui se passe surtout avant, soit aussi bien que ça, mais cette cascade-là, moi je vous dis, hein, c'est peut-être l'une des meilleures de la saga. C'est une dinguerie, et j'ai envie de revoir le film juste pour ces deux cascades, de l'avion forcément, et du sous-marin, parce que ça met une claque, c'est grandiose. Ils ont réussi à tout mettre dedans, quoi. Pour le coup, ça, c'est pas du tout une déception, et il n'y a rien à dire, hein. Le mec se sacrifie pour ses films, et encore une fois, ce qu'ils ont bien fait, c'est que dans Dead Reckoning, ils avaient fait trop de marketing par rapport à la fameuse
scène en moto. Là, ils ont fait du marketing dessus, mais la scène est super longue, super satisfaisante. Il va sur 2 avions différents, c'est intelligent, il y a la narration. Non, c'est génial, c'est une vraie réussite d'après moi. Mais c'est les personnages qui m'ont un peu déçu. Alors, Ethan, forcément, il a pas beaucoup de développement fatalement, mais il y a ce truc où il s'endort plusieurs fois dans le film. Et tu te dis, ok, pourquoi est-ce qu'il s'endort? Est-ce que c'est l'IA qui lui a fait du mal? Est-ce que ça montre juste qu'il est fatigué et que c'est un peu aussi la fin de la saga? Qu'est-ce que ça symbolise? Parce qu'en vrai, à chaque fois qu'il se réveille, ça cause pas de problème au final, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour le réveiller. Ça montre pas forcément de la faiblesse parce qu'il s'endort toujours à côté de gens qui sont de son côté. Rappelez-vous, dans Fallout, il s'endort devant le méchant. Du coup, il y a un truc hyper intéressant par rapport à ça. Il y a une vraie narration. Là, il s'endort toujours de manière safe, entre guillemets. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi l'impact? Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez, vous, par rapport à ça. Moi, je pense pas que ça a un impact narratif ou intéressant. Ça a quand même pas de stress, tu vois. Encore s'il s'endormait dans des problèmes, dans des situations où c'était problématique, ok. Mais là, je sais pas ce que ça symbolise, honnêtement. Je pense que c'est juste lui qui est fatigué, la fin de la saga. Je n'en sais rien, mais le fait que l'IA ne l'ait pas changé, je trouve ça un peu décevant. Le fait qu'il refuse le pouvoir, bah, c'est toujours intéressant, mais c'est une thématique du précédent film, voilà, qui veut détruire la clé, et à la fin on le voit avec cette clé, et il y a un mini doute entre guillemets, mais grosso modo, voilà, c'est quelqu'un de noble, à moins qu'il fasse n'importe quoi dans le prochain film, on verra bien. Mais c'est la relation avec Grace que je trouve assez nulle, la tension amoureuse assez médiocre, malheureusement. Alors il y a des scènes que j'aime bien, hein, cette scène de poésie de elle qui le sauve et tout, je la trouve vraiment bien, touchante. Mais le fait d'hésiter sur la romance, l'amitié, tu sens qu'il y a un truc entre eux évident. Ouais, je trouve ça un peu nul, quoi. Je trouve ça vraiment pas satisfaisant. Je trouve qu'ils savent pas quoi faire avec cette relation. En fait, ils osent pas, parce qu'il vient de perdre le personnage de Ilsa Faust et il s'aimait. Il a perdu une femme déjà dans la saga. Quoi, ça va être la troisième, quatrième love interest en 3-4 films. Ils ont pas envie de ça, je pense. Du coup, ils assument pas. C'est platonique, mais pas trop. Et dans le prochain film, s'il y en a un neuvième, ils vont dire en fait, ils sont ensemble depuis 6 mois, comme ils ont fait avec le précédent. Donc, je suis pas fan de pas assumer. Ou tu le fais à fond, ou tu le joues platonique à fond. Là, il y a ce doute, cette ambiguïté que je trouve pas forcément efficace, fascinante ou tout simplement intéressante de manière générale. Donc, je suis un peu déçu par ça. Et Grace, c'est pas du tout plus développé que ça, quoi. Enfin, vraiment, ça aussi, c'est décevant, c'est clair et net. Je vous l'ai dit, hein, Paris sert à rien. Ouais, maintenant elle doit soigner plutôt que tuer, c'est tout son symbole. Ouais, mais il n'y a pas de développement en fait. Enfin, le personnage n'a pas du tout évolué, ça n'a pas du tout changé. Enfin, pas dans ce film, dans le précédent, oui, un petit peu, mais là, ça n'a rien à changer. Nick Offerman, son personnage, je le trouve intéressant parce qu'en fait, pour moi, il y a un vrai problème dans cette séquence-là avec la présidente, c'est que tu sais que quelqu'un va trahir. Et du coup, tu penses que c'est Nick Offerman, parce que lui, il demande un gun à quelqu'un, et en même temps, il n'est pas du tout d'accord avec la présidente qui refuse le plan. D'ailleurs, le plan est nul. Tu vois, détruire des villes et détruire une ville américaine, ça va calmer les ardeurs, c'est tout pourri comme plan, mais bref, on s'en fout, on l'accepte, c'est stupide, c'est juste de la manipulation de l'IA pour faire le bordel. Tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que oui, ça crée une sorte de mini-stress par rapport à lui qui va peut-être trahir, mais au final, c'est lui qui finit par sauver, parce qu'il y avait un mec qui avait ou peur de la destruction de la ville, ou alors il était dans le délire de la secte, on n'en sait pas trop, mais il avait l'air inquiet par rapport à ce qui allait se passer, et il voulait la tuer. Voilà, c'est un petit twist par rapport à ça, mais tout le délire de la présidente, qui est entourée de généraux, de commandants, peu importe, qui sont tous des maîtres de leur métier, des espions et tout, il y a zéro stress. Il y a zéro stress. Tu vois, normalement, tout le monde devrait être contre elle, ou quelques gens contre elle. Il y avait une femme qui l'aidait un petit peu. Enfin, pas qu'une femme, il y avait 2 qui l'aidaient. Et il y aurait dû avoir des vrais débats, des vraies discussions, un vrai truc où ils vont faire des manigances et tout. Tu te dis, ok, vu que Nick Offerman a pris le flingue, il y aura peut-être des vraies manigances et tout par rapport à ça. Non, c'est même pas un côté un peu thriller où, tu sais, il y a des doutes, elle devient parano et tout. Non, c'est vraiment pas développé. Et c'est super long pour rien, je trouve, malheureusement. Mais vu qu'elle fait le bon choix, elle est récompensée. Voilà, elle fait le choix que Ethan aurait fait. On ne sacrifie personne et on fait confiance. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a été récompensée. Elle a son fils aussi à la fin et tout. Je suis juste déçu par rapport à ça parce que le bordel qu'aurait pu foutre ce personnage-là aurait été vachement bien, je pense. Mais si on parle de fils, il faut parler du coup du personnage de Shaw Wingham qui est du coup le fils du chef de IMF dans le premier film. Tu te dis, ok, bon, bizarre, mais pourquoi pas? Why not? Mais à quoi ça sert? Mais c'est ça la vraie question. À quoi ça sert, mis à part la nostalgie? Non mais vraie question, à quoi ça sert? Dites-moi, quelle est l'utilité de savoir que c'est son fils? Parce que tu dis, ok, maintenant que c'est son fils, il pense que Ethan a trahi son équipe. Ensuite, il y a une scène où Kittredge dit devant lui que Ethan ne trahira jamais son équipe, et c'est d'ailleurs son point faible. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, il a tort sur Ethan. Et alors? Ça sert à quoi? À la fin, il se serre la main, mais en théorie, il pourrait se serrer la main parce que d'un côté, il a sauvé le monde, et de l'autre côté, parce qu'il a compris ça, il a compris que Ethan disait la vérité. Mais ça sert à quoi? Encore, c'était cette scène où Kittredge, du coup, dévoilait le secret d'Ethan, et lui comprenait que Ethan n'a rien fait de mal, et que son avis change sur Ethan. Ok, bah sauve-le. Tu as fait un truc, va l'aider. Non, il se passe rien. Moi, je pensais que Kittredge allait menacer Ethan ou un truc comme ça, et lui allait le sauver, l'arrêter, parce que du coup, il a compris. Non, il se passe rien. À la fin, il se check. Pourquoi faire alors? Pourquoi cette intrigue alors? C'est ça, tu l'enlèves du montage,
Ça ne change rien au film, mais rien du tout. Kit Ridge, pareil, honnêtement, tu l'enlèves du montage, ça change rien au film. Donc il y a un moment, j'aime bien Kit Ridge en plus, hein, j'aime bien son personnage et tout, mais ça change rien au film. Et si on parle de choses qui ont été changées de manière assez atroce, c'est évidemment Gabriel. Bon, Gabriel a été jeté par l'IA à cause de l'erreur qu'il a faite, donc il sert plus à rien. Ce qui est un peu con de la part de l'IA, parce qu'en fait l'IA aurait pu prévoir ça, et au final, bref, c'est tout un débat qu'on peut avoir, est-ce qu'il méritait de se faire tège? Mais vu qu'il se fait tège, dans le premier film, c'était la personnification humaine de l'IA. C'est ça qui était intéressant, c'était que c'est la main d'œuvre, on va dire, de l'IA, le bras droit de l'IA, et du coup, il était omniscient. C'était un peu un dieu sur pattes. Et c'était génial, tu vois, c'était un mec qui pouvait tout prévoir, qui était talentueux, qui avait un rapport par rapport au passé d'Ethan et tout. Ethan voulait se venger parce qu'il a tué une femme et tout. Tout un délire par rapport à ça. Ok, là, il a plus ça. Maintenant, il veut juste devenir le roi du monde avec, entre guillemets, l'IA. Il veut la contrôler. Donc, on passe d'un méchant trop cool, charismatique, avec des super pouvoirs, entre guillemets, à un mec ici, un peu nul, un peu craignos, qui a une armée parce qu'il y a des gens fidèles, apparemment. Bref, peu importe. Un mec complètement oubliable, ici. Sa mort un peu risible aussi, voilà, crise d'ego pour le coup, il se fait tuer bêtement, perd son parachute, bêtise, clairement bêtise. Ethan n'a même pas la satisfaction de se venger, il meurt comme un con. Bon, voilà, je comprends, c'est l'ego, pourquoi pas. Mais quel gâchis de personnage. L'acteur est génial, hein, je l'adore. Et dans le premier film, il était top pour le coup, mais là, je trouve que c'est un véritable gâchis et c'est dommage. Et la fin du film, j'ai pas de scène de la fin, du coup, je vous montre cette image. La fin du film, pour moi, est une fin un peu classique de Mission Impossible, où ils sont tous autour d'une zone, ils sont contents. Mais là, ça fait un peu adieu. C'est-à-dire que là, ils la finissent pas ensemble, cette scène de fin. Ils partent chacun de leur côté. Donc, je me dis, peut-être, fatalement, c'est la fin de la saga, mais ils la vendent pas comme la fin de la saga. Tu vois, là, je vois ce film, je me dis, ah ouais, c'est le dernier film Mission Impossible. Ah bon? C'est comme ça qu'il conclut la saga? Ok, d'accord, très bien. Mais ça peut finir ici en théorie. Voilà, ils sont tous partis de leur côté, ils font leur truc, ils ont quand même laissé une porte ouverte, hein, par rapport à une suite. Mais je pense que du coup, lui, s'il faut une suite, là, il faudra vraiment conclure. Parce que là, on ne dirait pas du tout une suite. Ça dépend du succès du film, ça dépend s'il va bien marcher, si Tom Cruise est encore assez jeune pour faire des films Mission Impossible. Parce que le prochain Mission Impossible, s'il commence le tournage dans 3-4 ans, parce que ça va être ça le timing, hein, pour Mission Impossible, il aura quoi, 65 ans, 66 ans? Qu'est-ce qu'il va encore pouvoir faire? Je sais pas. Donc, moi, si c'est la vraie fin de Mission Impossible où ils se partent tous de leur côté, ils se disent au revoir et tout, bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est un peu un anti-climax, c'est un peu décevant. S'ils refont un dernier film, moi je suis chaud. Mais c'est vrai que la fin, je la trouve aussi un peu décevante, quoi. Le build-up, la nostalgie, tout ça, je trouve pas que c'est une fin satisfaisante de fin de saga. Si c'est pas une fin de saga, c'est une fin correcte de film. Mais l'émotion était pas présente. Moi, fin de saga Mission Impossible, j'ai envie de chialer, quoi. J'ai envie d'être ému. J'ai envie de voir un truc. Là, le film se finit, tu dis, ok, cool, bah on dirait le troisième film d'une saga, en fait. Tu vois, ok, il y en a 3 autres qui vont arriver. C'est ça la vibe de cette fin. Bon, peut-être c'est que mon avis, hein, peut-être vous avez un avis complètement différent concernant ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une longue critique et je vais reparler de Mission Impossible dans une encore plus longue critique la semaine prochaine. Meilleure cascade aussi. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce film? L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Vraiment, je suis curieux parce que moi je suis un peu déçu et peut-être vous l'êtes pas. Je n'en sais rien, j'ai envie de savoir. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou même encore Twitch. Moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.